Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Comme tous les vendredis ou presque, voici mon éditorial de la semaine. Et cette semaine, je veux revenir sur la séparation graduelle des ultra-riches du reste de la société. On en a parlé lors du dernier épisode de Regards croisés avec Amanda Fakii. Tout part d'une affaire, bien de chez nous, au Canada, l'affaire Tobi Lütke, si on peut dire. Lütke est le PDG de Shopify, une plateforme canadienne de commerce en ligne. La valeur estimée de ses parts de M. Lütke dans l'entreprise Shopify dépasse les 15 milliards de dollars, je crois que ça a mentionné. Et donc, fin juillet, Lütke semble approuver par l'entremise d'un gazouillis une idée mise de l'avant par un certain Eric Thor, un ancien dirigeant de la banque TD. Quelle est l'idée? Eh bien, c'est celle de pondérer notre système de vote selon l'impôt sur le revenu payé pour chaque individu. Concrètement, là, aucun vote pour une personne ne payant pas d'impôt sur le revenu, un seul vote pour les gens issus des tranches de revenus inférieurs, et jusqu'à 5 votes pour les personnes payant 500 000 $ et plus en impôts sur leur revenu à l'État. Donc, 5 votes pour les millionnaires, essentiellement aucun pour les étudiants, le retraité modeste ou le travailleur au bas de l'échelle. On pourrait balayer tout ça du revers de la main, là, une provocation de milliardaires, quelque chose qui se passe en partie d'ailleurs sur les réseaux sociaux, donc quelque chose de plus important, mais ça serait une erreur, parce que cette sortie est symptomatique d'une tendance de fond qui se développe depuis quelques décennies en Occident et ailleurs, le désir des riches, des élites de s'affranchir du poids des masses, de s'éloigner géographiquement et mentalement des populations de ce qu'on peut appeler l'arrière-pays là, ou l'interland, de s'émanciper de ce qu'ils perçoivent comme la tyrannie du peuple exercée par l'entremise de la démocratie contre eux. Ce phénomène, un historien américain l'avait vu venir il y a environ 30 ans. Dans les années 90, là, Christopher Lasch, avec son essai La révolte des élites, j'en parle souvent. Pour Lasch, du moins, la menace centrale ne vient pas d'une révolte des masses comme certains le craignent ou le craignaient, du moins. Elle vient d'une révolte des élites, oui, les élites économiques, technologiques, managériales, intellectuelles, qui se détachent matériellement et moralement de la société commune, ce que Lasch appelait les élites côtières, donc essentiellement Los Angeles et New York. Seattle, Los Angeles, New York, Boston notamment. Là. Elles deviennent c'est le genre d'élite mobile, mondialisée, enclavée, donc côtière, là, la géographie américaine. Et surtout, ces élites ne perçoivent plus la prospérité comme dépendante d'institutions publiques partagées, solides, d'une classe moyenne vigoureuse ou même d'une citoyenneté égale. Pour Lasch, on comprend que la démocratie vivante, si on peut dire, suppose que les différents groupes sociaux partagent un monde commun, c'est-à-dire les plus riches et bien sûr les moins riches. Des écoles communes, des services communs, des lieux, des risques, des institutions et des devoirs réciproques aussi. Or, les élites contemporaines privatisent tout cela. On le voit, là, ils se séparent, comme je dis, morceau par morceau. Tranquillement, ils vivent séparément du reste, j'allais dire, de nous. On parle d'écoles privées, soins privés, sécurité privée, réseaux privés et internationaux d'ailleurs, actifs, délocalisés, fiscalisés, optimisés et des fois aussi délocalisés. Elles se retirent, ces élites, progressivement de la vie commune, sans bruit, sans déclaration, un contrat privé à la fois, si on peut dire. Et au sommet de cette pyramide, il y a une élite de l'élite, là, la crème de la crème, les ultra-riches, les hyper-gagnants de la mondialisation et de la financiarisation. Eux vont plus loin. Ils conçoivent de plus en plus la démocratie elle-même comme une tyrannie des masses, et surtout, une tyrannie des masses, comme je l'ai dit, mais une entrave à leur liberté. L'exemple parfait de ceci est peut-être Peter Thiel, cofondateur de PayPal, investisseur milliardaire, plusieurs fois milliardaire d'ailleurs, et aussi un des propriétaires, je ne m'abuse, de Palantir, une entreprise de sécurité extrêmement puissante aujourd'hui aux États-Unis dans l'appareil industriel et militaire américain, qui avait écrit noir sur blanc, le Peter Thiel, dans un article célèbre de 2007, si je ne m'abuse, intitulé « L'éducation d'un libertarien ». Il disait mot pour mot qu'il ne croyait plus que la démocratie et la liberté individuelle étaient compatibles. Dans ce même article, détail à mon avis révélateur quand même, Thiel se dit contre l'idée, du moins qu'il s'oppose à l'idée que la mort de chaque individu soit inévitable. Donc, lisez bien, contre l'idée que la mort soit inévitable. On décèle un peu ici, là, comme au sein de Satellite, une idée d'apothéose, devenir une sorte de divinité, là, un dieu immortel dans ce cas-ci. Donc, les dieux sont immortels, j'imagine, par définition, mais
on voit que cette classe commence à se concevoir comme des demi-dieux ou peut-être des dieux à part entière, des divinités, une espèce d'une nouvelle forme de polythéisme, mais issue même des classes supérieures ultra riches. Donc voilà donc le cadre psychique, l'univers mental de ces ultra riches qui se séparent tranquillement du reste de l'humanité. Et chez Thiel, la sécession, j'aurais dire, n'est pas qu'une idée. En fait, c'est un projet concret. Là. Depuis quelques décennies, on sait qu'il a tenté de créer des entités politiques autonomes, des communautés qui échapperaient au pouvoir étatique actuel, même ceux des États-Unis, là, notamment par des espèces de villes flottantes en eau internationale qui échapperaient au contrôle d'un État spécifique. Ça a échoué, mais bon, on sait que son expérience, du moins sa tentative se poursuit aujourd'hui en Argentine, au sein de la grande expérience libertarienne en cours dans ce pays sous le gouvernement de Javier Milei. Thiel, Lutke ou même Eric Thor, l'ancien de la banque TD, sont essentiellement trois facettes de la même logique. Ce qu'on pourrait appeler une philosophie post-sociale ou post-démocratique, peut-être même post-humaine. Parce que quand on y pense, les ultra-riches sont obsédés aussi par le transhumanisme qu'ils financent aussi massivement, dans l'objectif, et on y revient, là, d'obtenir la vie éternelle ici-bas. Donc, même leur fameux bunker construit pour survivre à une apocalypse qu'ils anticipent, qui se chiffre là, dans des achats de plusieurs milliards de dollars aujourd'hui, et un peu partout dans le monde, là, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à dans le Montana aux États-Unis ou ailleurs. Tout ça se comprend mieux sous cet éclairage de ce divorce, de cette sécession de la société par les ultra-riches par tous les moyens possibles, notamment celui de la vie éternelle. Donc, ces hommes ne se voient plus comme partie prenante d'un destin commun, démocratique d'ailleurs, destin démocratique commun avec le reste de la nation. Ils se préparent plutôt à survivre sans nous, littéralement en certains cas. Soyons clairs, donc l'objectif ici n'est pas d'attiser une haine quelconque envers les ultra-riches, là. Pas du tout, ça ne sert à rien de toute façon. L'objectif est plutôt d'être lucide sur l'état de nos sociétés et de nos démocraties occidentales, parce que tout ça est symptomatique, je crois, justement de la santé de nos sociétés et démocraties occidentales. Ça nous force de constater que celles-ci se portent relativement ou peut-être même très mal. D'ailleurs, à la défense des riches, si je peux dire, rappelons quelques chiffres qui dérangent les discours populistes de gauche envers ces mêmes riches. Là, au Canada, les 10%, les personnes qui constituent le 10% des déclarants aux revenus les plus élevés paient environ 55% de l'ensemble de l'impôt sur le revenu des particuliers. Le 1%, le top 1%, lui, paie à lui seul 22,5% de cet impôt, c'est presque le quart. Donc 1% des gens payent presque le quart des impôts et 10% payent plus de la moitié. Notons quand même cependant que ce même top 10% reçoit approximativement ou perçoit approximativement le tiers de tous les revenus au Canada. Donc, somme toute, ils restent très riches même s'ils payent beaucoup d'impôts. Donc, le portrait est quand même beaucoup plus nuancé qu'un slogan « Eat the rich », comme on dit en anglais, « manger les riches », comme certains disent à l'extrême gauche. Dans un sens comme de l'autre, d'ailleurs, même si les riches se versent dans l'excès, l'opposition populiste de gauche, à ceci, verse dans la caricature et l'excès, elle aussi. Mais le problème est plus profond là, qu'une question purement fiscale. Là. D'un côté du spectre, la démocratie a été fondamentalement transformée par l'avènement de l'État-providence et d'un libéralisme social dévoyé, si je peux dire. Un système là, qui finalement traite les individus comme des prestataires de services, comme on dit ces jours-ci, comme des coûts essentiellement à gérer, ou sinon, pire, comme des victimes passives sans agentivité, des gens qui sont essentiellement incapables de se gérer eux-mêmes. Donc, ni citoyens, ni acteurs de leur destin, tous ces gens-là qui sont prestataires de services semblent être de plus en plus des numéros de dossier pour le gouvernement, pour l'État. Et pendant ce temps, dans presque tous les pays occidentaux, les mêmes régimes démocratiques n'arrivent plus à représenter la volonté politique de ce qu'on appelait à l'époque le peuple. Ils sont de plus en plus inaptes à gérer les problèmes qui s'accumulent. On peut penser à l'inflation, la baisse de la qualité de vie, l'endettement public et privé, qu'on peut qualifier de hors de contrôle à plusieurs égards, la productivité stagnante, la crise du logement, les déficits d'infrastructures, la désindustrialisation, la polarisation et la désinformation. On pourrait même dire l'immigration débordante aussi, pour ne pas dire hors de contrôle. La liste est longue. Et chaque élément nourrit le suivant, essentiellement. Les deux extrémités de la société tirent donc chacune de leur côté, on le sent. Les riches veulent s'en aller. Le populisme de gauche se sert du ressentiment que ceci crée pour aller, peut-être, comme je l'ai dit, entre guillemets, manger les riches, ou du moins passer des réformes qui ressemblent de plus en plus à l'Union soviétique. Donc en haut, on a une élite qui rêve de s'affranchir de la démocratie. En bas, il y a des masses qui se sentent de plus en plus de moins en moins représentées
par elle et au milieu une classe moyenne qui devient muette ou presque, là, qui rétrécit. C'est la même là, qui, selon Lasch, constitue le socle de toute démocratie vivante. Donc, au-delà de l'instinct primaire, la réaction qui pousse à vouloir s'en prendre aux riches, il faut comprendre que les mutations profondes, qui causent l'effritement de nos démocraties. Parce que le vote pondéré, le director, n'est pas la maladie, c'est un symptôme, comme je dis. On ne peut pas présumer que l'évolution de ce qu'on peut dire du progrès, je devrais dire, dans l'histoire est linéaire, comme si celle-ci ne pouvait qu'aller toujours vers plus de démocratie, de liberté et de prospérité. De mémoire d'homme, ça peut sembler être le cas. Là, nous sommes nés dans une trajectoire ascendante. Clairement, toute personne qui est née depuis au moins un siècle et demi pourrait conclure avec raison que l'histoire va dans un certain sens toujours vers le mieux. Mais de mémoire d'historien, les démocraties naissent, vivent et meurent, d'ailleurs les nations et les civilisations aussi. C'est peut-être donc un point d'inflexion au sein d'un cycle ancré dans le temps long. Un cycle qui ne garantit d'ailleurs aucun avenir toujours plus radieux. La question qui reste, la voici. Quand une élite ne veut plus d'un peuple ou du peuple et qu'un peuple ne croit plus en ses propres institutions qui doivent le représenter mais qui ne le font plus, que reste-t-il de la démocratie? Je vous laisse donc y réfléchir et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.